été fait dans le cadre de l'harmonisation, de la coordination des actions militaires? Donc, quand vous regardez de près la charte du Liptako Gourmand ne contenait qu'un seul pilier, le pilier défense et sécurité. Donc, conscient du fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas dissocier la défense aux questions de développement. Et comme on le dit, sans le carburant, le char ne marchera jamais. Donc, aussi conscient du fait que sans une diplomatie soutenue, ces deux piliers ne pourront pas prospérer. Raison pour laquelle, lors de la déclaration de Niamey, nous avons décidé qu'il a consacré plutôt la création de la Confédération. Donc, pour élargir le pilier de défense aux deux autres piliers, à savoir défense, sécurité, et développement et diplomatie. Donc, pour revenir à votre question concernant les questions de défense et de sécurité, il faudra reconnaître depuis la consécration de la création de la Confédération le 6 juillet 2024 à Niamey, et aussitôt les différents ministres de la Défense et des chefs d'état-major généraux se sont mis à la tâche. D'abord, en un premier temps, il y a eu la mise en place des officiers de liaison dans les différents pays afin de coordonner les différentes opérations. Ensuite, il y a une phase de montée en puissance pour aboutir à la force unifiée, parce que quand vous regardez dans la feuille de route de l'A1 de la Confédération, le Mali était demandé de travailler pour la mise en place de la force unifiée. Et donc, il y a eu ensuite une phase d'entraînement, il y a eu des exercices tactiques à Niamey, et en plus des États du Sahel, le Togo et le Tchad aussi ont participé. Donc, c'était le début de la montée en puissance. Donc, aussi, il y a eu la formation des officiers d'état-major par l'école de maintien de Alou Blonenbe du Mali. Donc, toutes ces actions ont permis de faire la montée en puissance de la force unifiée. Donc, comme vous êtes rendu compte, on a mis l'étendard de la force unifiée. Bon, de façon pragmatique, de façon visible, il y a eu des avancées majeures en termes de sécurité. Bien vrai que des défis persistent toujours. En tenant compte même ou en regardant les principes même de la guerre, le premier principe qui est la liberté d'action. Aujourd'hui, nos pays disposent de cette liberté d'action, de mouvement. Aujourd'hui, on est libre d'aller où nous voulons, de faire ce que nous voulons. Donc ça, ce n'était pas du tout possible dans les années passées. Donc quand vous regardez aussi, début 2023, il y a eu plusieurs opérations conjointes contre ces groupes armés terroristes, dont les plus récents sont IRECO 1 et IRECO 2. Donc ces opérations nous ont permis effectivement de neutraliser plusieurs groupes terroristes, et surtout des leaders, et ce qui n'a pas été possible à travers certains pays étrangers ou certains pays de puissance qui avaient même mis la tête de ces chefs terroristes en termes de prix. Donc aujourd'hui, force est de reconnaître que l'Est aujourd'hui est parvenu à changer cette dynamique, non seulement à neutraliser des centaines de terroristes et détruire plusieurs sanctuaires terroristes. Donc aujourd'hui, cela nous a permis de pacifier un peu la zone. Donc quand vous regardez aussi en termes d'autonomie stratégique, nos pays ont beaucoup souffert du fait qu'on n'avait pas cette liberté, cette possibilité d'acheter aisément les équipements parce que c'était sous-traité par des pays qui instrumentalisaient ce secteur pour pouvoir nous influencer. Mais il faudra vraiment force et de reconnaître aujourd'hui, facilement avec des partenaires sincères, nous parvenons à nous équiper et à mener nos opérations de jour comme de nuit et en ayant toujours l'initiative. C'est-à-dire nous pouvons attaquer l'ennemi avant que ce dernier ne déclenche les hostilités. Donc tous ces facteurs n'étaient pas du tout possibles, mais Dieu merci, aujourd'hui, c'est vrai, les défis persistent parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, nous ne sommes plus dans la phase traditionnelle de combat contre le groupe armé terroriste. Maintenant, c'est la phase géopolitique. Parce que quand vous regardez l'environnement, le fait que les modes opératoires de ces groupes armés terroristes changent en longueur de journée, et cela veut dire qu'il y a tout un arsenal derrière qui développe la stratégie, qui donne
qui orientent les cibles en fonction des enjeux géopolitiques. Certains partenaires mécontents qui ont été aujourd'hui chassés de nos territoires, et sachant bien que c'est une question de survie, parce que non seulement ils ont perdu leur position en termes de géopolitique, en termes d'influence, aussi ils ont perdu en termes de ressources dont ils ne vont jamais nous laisser tranquilles, et forcément vont essayer de nous créer des problèmes. Mais de façon globale, je pense qu'aujourd'hui la Confédération AES a marqué beaucoup de points en termes de défense et sécurité. Non seulement nous avons la liberté d'action, nous avons l'initiative, et aujourd'hui la force unifiée est déjà opérationnelle, et elle va prendre le relais. Elle va prendre le relais, c'est-à-dire depuis 2023, ces opérations étaient déjà en cours, mais il fallait mettre une organisation plus simple, plus adaptée, pour que les différents ministres de la Défense et les chefs d'état-major généraux puissent se reposer un peu. Donc cette force unifiée, c'est la nouvelle dynamique pour continuer le combat contre le groupe armé terroriste. À vous entendre, Monsieur le Président, on est rassuré que la stratégie AES va s'adapter aux réalités du terrain. Exactement, c'est militaire en réalité. L'ennemi, c'est un jeu de cache-cache. L'ennemi va aussi faire la lecture de tout ce qu'on est en train de planifier. Donc on va changer de mode opératoire en fonction des enjeux ou des objectifs à atteindre. Donc comme nous aussi, on va pouvoir développer des modes opératoires pour les contrer. Mais c'est de bonnes guerres, c'est que sûr et certain, nous devons nous préparer vraiment à développer encore des stratégies et surtout anticiper. Le problème, c'est l'anticipation. Si nous parvenons à anticiper, nous allons pouvoir les neutraliser à temps et puis la paix va changer de camp. Mais si toutefois ce sont ces groupes armés qui ont l'initiative, non seulement ça va perturber notre dispositif, ça va créer plus de peur au sein de nos populations. Donc moi je suis rassuré que nos populations n'étaient pas habituées à avoir certaines tensions dont les gens ne pensaient pas aujourd'hui s'attaquer à des citernes. Les gens n'ont jamais imaginé que cela pouvait arriver parce que les cibles qui étaient choisies, soit c'était des objectifs militaires. Mais aujourd'hui, compte tenu du fait qu'ils sont en perte de vitesse et qu'effectivement ces terroristes sont réellement harcelés. La donne a changé. La donne a changé. Donc forcément, ils vont vouloir jouer sur le maillon faible, et qui est la population qui a les ressources stratégiques. Donc je pense que l'espoir est permis. Alors, Excellence, vous avez parlé tout à l'heure de partenariat et aujourd'hui c'est vraiment une évidence. La Confédération des États du Sahel a renforcé sa coopération militaire. Dites-nous un peu sur cette coopération. Donc, concernant la coopération militaire des États de l'Alliance des États du Sahel, avec certains partenaires sincères comme la Fédération de la Russie, la Turquie, la Chine, c'est une réalité. C'est des coopérations pragmatiques, c'est des coopérations de sincérité et surtout d'efficacité. Dans un partenariat, le plus important d'abord, c'est le respect.